Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 6 septembre 2021 et je voudrais dire un mot quand même sur le décès que nous avons appris il y a quelques heures de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, c'est quand même, pour les gens de ma génération, c'était quand même l'un des plus grands acteurs français, tout à fait polyvalent en termes de talent, à la fois un grand acteur de cinéma, un grand acteur de théâtre, mais aussi quelqu'un de très humain et quelqu'un qui aimait d'ailleurs prendre des risques lui-même. C'était un cascadeur, c'est lui-même qui faisait ses cascades. Il y en a eu beaucoup, notamment dans L'Homme de Rio, mais parmi beaucoup d'autres. C'était également quelqu'un qui avait la réputation d'être très gentil sur les plateaux, de parler un petit peu à tout le monde, etc. Jean-Paul Belmondo, c'est un peu de la France que nous aimions, qui vient de disparaître. La même France que celle de Johnny Hallyday, que celle de Louis de Funès. Cette France des années 60-70. Voilà. Je vais pas citer toute la filmographie de Jean-Paul Belmondo. Tout le monde l'a à l'esprit. Citons quand même quelques-uns des plus extraordinaires, comme par exemple les années 60-70, notamment le Magnifique, le Marginal, 100 000 $ au soleil, ou bien par exemple L'Homme de Rio dont je parlais. L'Homme de Rio occupe chez moi, dans ma tête, une place particulière parce que c'est sorti en 1964. C'est un film de Philippe de Broca et c'est une série de rebondissements extraordinaires qui s'inspire peut-être un petit peu de l'album de Tintin sur l'oreille cassée. Ça se passe en partie en Amérique du Sud. Il y a un mystère avec les statues. Enfin, vous connaissez sans doute cette affaire. Et c'était surtout toute une époque qui a été ainsi créée. Je ne pense que ça n'a pas été pour rien. D'ailleurs, moi, j'étais un petit enfant quand c'est sorti. J'ai vu ce film un nombre de fois incalculable. Et je pense que ça n'a pas compté pour rien dans mon goût, justement, pour les voyages. C'était filmé dans la nouvelle aérogare d'Orly-Sud qui venait d'être inaugurée par Charles de Gaulle en 1960. C'était le premier Boeing 707. C'était la France moderne, contemporaine qui arrivait. Je viens de parler de Gaulle à l'instant. Je remarque que la popularité de Jean-Paul Belmondo, qui est devenu mondiale, qui était extrêmement célèbre dans beaucoup de pays du monde, et notamment au Japon, Jean-Paul Belmondo... sa popularité a été un peu concomitante avec celle d'une bande dessinée qui est celle d'Astérix. Je rappelle qu'Astérix, le personnage d'Astérix de Goscinny et Uderzo est apparu pour la première fois en 1959 dans le journal Pilote. Mais le premier album, c'est Astérix le Gaulois en 1961. Suivi en 62 de la Serpe d'Or, en 63 Astérix et les Goths, c'est-à-dire les Allemands. Et puis en 64 Astérix Gladiateur et en 65 le Tour de Gaulle d'Astérix. Bon, après, il y a eu beaucoup d'autres albums. Mais ces albums-là, quand j'étais petit, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je les dévorais autant que je regardais les films de Belmondo. Et 64-65, 64-65, c'est également l'épopée gaulienne. C'est en 64, au même moment que sort L'Homme de Rio, que Charles de Gaulle fait sa tournée au Mexique, puis ensuite sa tournée en Amérique latine. En 65, c'est là où De Gaulle dénonce le privilège du dollar et rappelle aux Américains la nécessité de respecter l'étalon or. En 66, De Gaulle fera le fameux discours de Phnom Penh et puis fera exploser la première bombe thermonucléaire française. Il y a donc dans l'histoire des peuples et des nations, et c'est ça que nous enseigne un peu, en tout cas c'est l'enseignement que j'en tire, que nous enseigne aussi le décès de Jean-Paul Belmondo, c'est qu'il y a des moments bénis dans l'histoire des peuples et des nations où tout converge dans le rayonnement d'un pays, le rayonnement politique, le rayonnement international, le rayonnement diplomatique, et puis aussi le rayonnement culturel. Voilà, si on n'avait pas eu De Gaulle à l'époque, eh bien on n'aurait peut-être pas eu une telle floraison d'acteurs et d'actrices de très grands talents, je ne vais pas les citer, mais qui sont assez tous connectés dans les années 60-70. On garde un peu moins le souvenir de grands acteurs sous la 4e République. À notre époque, d'ailleurs, on a quelques films qui ont un grand succès. Par exemple, je veux dire
récemment Bienvenue chez les Ch'tis, je crois que c'était en 2008, Les Intouchables en 2011, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014, ou encore le très grand succès qu'a fait Kaamelott, le premier volet d'Alexandre Astier. Mais à part ces très grands blockbusters, comme on dit maintenant, c'est-à-dire ces films qui captent l'attention du public, je pense qu'il y a finalement moins de succès et peut-être moins d'acteurs français au rayonnement international. Non pas qu'on n'ait pas de bons acteurs, on a d'excellents acteurs, on a également de bons intermittents du spectacle, etc. Mais je pense que la culture française attire moins. Elle est moins séduisante, on a moins envie de la regarder, et donc peut-être il y a une espèce d'alchimie qui se crée. Voilà ce que je voulais dire. Un mot encore pour terminer, pour essayer de tirer de tout ça des leçons politiques, parce qu'il faut toujours tirer des leçons. Il faut avouer que depuis maintenant un certain nombre d'années, heureusement que l'État est là en France pour assurer le financement du cinéma français. Il y a notamment le CNC, le Centre national du cinéma, qui finance largement un certain nombre de productions. Il y a les fonds défiscalisés, les sociétés de financement du cinéma, les SOFICA. Il y a toute une série d'aides qui ont été, dans un premier temps, il y a encore une dizaine d'années, la Commission européenne avait mis son grain de sel, trouvait que c'était attentatoire à la concurrence, etc. Parce qu'il y avait eu cette tentation. D'ailleurs, la France avait été montrée du doigt lors des négociations multilatérales dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. La France tenait à avoir son exception culturelle. Et donc, nous étions condamnés par les ultralibéraux de tous les pays. Mais finalement, la France a réussi quand même à avoir et à maintenir un film. Il y a actuellement en gros 200 grands films qui sortent en France chaque année, qui font vraiment des recettes, dont quelques-uns, j'en ai cité quelques-uns, qui explosent, qui ont vraiment un très très grand succès. Au point que le système d'interventionnisme à la française, finalement, a fini par faire des émules un peu dans le reste des autres pays d'Europe, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, il y avait un grand cinéma allemand avec des Werner Herzog, par exemple, qui était dans les années 70, 80. Il y avait un grand cinéma italien également. Et puis ceci s'est effiloché. Et aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce qu'il reste de ces productions. C'est pour ça que l'ensemble des pays d'Europe s'est un peu inspiré des financements et de l'interventionnisme étatique à la française. Alors, si l'interventionnisme étatique a permis de sauver le cinéma français et francophone, eh bien, il faut bien comprendre que l'interventionnisme étatique est important aussi dans d'autres secteurs de l'économie. Voilà, je ne vais pas trop tirer d'enseignements politiques, ça n'est quand même pas le lieu. Moi, je suis vraiment, vraiment triste de cette mort, parce que Belmondo, c'était Bébel, c'était un peu comme Louis de Funès, comme Johnny Hallyday, ces gens qui nous ont quittés et auxquels je ne peux pas penser sans beaucoup d'émotion, parce que c'est d'abord une partie de ma jeunesse qui disparaît, la jeunesse également de beaucoup de Français, et puis c'est un peu aussi une partie de la France qui vient de disparaître, de la France que le monde aimait, une France qui était ouverte et rayonnante, une France souveraine et indépendante, une France qui était un peu l'Astérix parmi les nations. Repose en paix, Jean-Paul Belmondo.